On parle souvent de nos tipeurs, de ceux qui nous soutiennent financièrement en allant sur Tipeee. Quand je parle des tipeurs, je pense bien sûr à Carotte, Tot, Chevron, El Pouillou, Stéphane et Warloff, mais on parle beaucoup moins des gens qui nous soutiennent par leur présence. Leur présence silencieuse, même si parfois certains rires ressortent, comme Evelyne, mais aussi leur présence chiante, comme Jérôme qui va nous quitter aujourd'hui. Jérôme, je tenais par la présente à te remercier. Tu es d'abord arrivé ici en tant qu'archiviste pour nous parler de vieilleries, de trucs sortis du néant, d'essayer de suivre un peu nos thématiques dans nos émissions spéciales, les splash pages, et on t'a laissé mettre un pied dans la porte. Tu es apparu l'air sage avec tes petits polos ou tes chemises que tu utilisais en sortant du boulot. Je travaille aux archives. Tu avais l'air quelqu'un de sérieux, de droit. Je me suis dit, ça pourrait faire pas mal dans l'émission. Et je ne sais pas si c'est la présence de Tizak qui t'a corrompu ou si au fond de toi tu étais déjà comme ça. Mais en fait, tu es un monstre. Tu nous as pourri nos émissions. Tu les as fait durer vachement plus longtemps. Tu nous as fait dire plein de conneries et tu te casses. Et comme Tizak, en plus, il va avoir un gosse, il va disparaître de la circulation, on va refaire des émissions à 2 avec Thio, et ça va être vachement mieux. Et voilà, et puisque c'est comme ça, et ben casse-toi, voilà, on t'emmerde. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel. Qui est triste, qui est triste. Je suis Wadaipier. Coucou les gens, comme j'ai coutume de le dire. Et pour fêter ce départ de Jérôme, l'archiviste, coucou Jérôme. Coucou. Eh bien, nous allons faire une émission, tout ce qu'il y a de plus normal. Même si quelques particularités. Depuis l'émission précédente, Thio a repris la technique. Je ne suis plus devant mon écran d'ordinateur. Et par exemple, je me rends compte que, ayant fait la rubrique online à l'arrache juste avant l'émission, elle n'est pas dans le conducteur et je ne sais plus du tout de quoi je vais parler. De Lobe Violette. Ouais. De Wax. De Mister Laz. Ouais, Mister Laz, ouais. Il y avait un autre. Ultimex. Ultimex, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais on va aussi, en présence de Thio à la technique et de Tizak, parce qu'il faut dire que je dise coucou à Tizak aussi. Coucou les gens. Voilà. Faire nos chroniques habituelles. Nous allons parler de Amertume, de Chant fragile, de Peau de mille bêtes, de Bergère guerrière, le tome 1, de Survivants, les tomes 1 à 3, de Zorglum, le tome 2, et un petit express pour revenir sur le tome 2 de Black Monday Murders, dont on avait dit beaucoup de bien du tome 1. Et je crois que sur cette intro courte mais touchante, nous pouvons tout de suite passer à la suite. Désolé, j'ai les yeux qui pleurent, j'arrive plus à voir l'écran. Ça, c'est la laine de Jérôme. Online. Alors là, Thio, normalement, il lance un écran sur le live sur Twitch qui permet de voir de quoi je vais parler. Mais comme il y a un petit lag, je pense que je vais parler d'Ultimex au hasard, parce que c'est celui que je crois que j'avais mis en premier. Ultimex est une bande dessinée de Gad qui dure depuis un moment, qui a eu droit à de nombreux éditeurs, que ce soit Vraoum, non, j'ai toujours pas sur mon écran, voilà, mais aussi chez Lapin. C'est un personnage sans foi ni loi qui est avec son faire-valoir Steve, fait des choses horribles avec aucun sens moral, juste pour le plaisir de buter des gens, draguer des filles, prendre de la drogue. Et là, si je tenais à parler d'Ultimex, c'est Steve, qui me fait beaucoup penser à Thierry d'ailleurs. Alors déjà, tu l'appelles Steve. Ultimex ou... Non, c'est Steve. C'est un peu... Je pense que c'est leur enfant caché, Thierry. C'est l'enfant caché entre... Parce qu'il n'a pas vraiment le physique d'Ultimex. Ultimex, c'est une sorte de gros œil. Voilà. Mais voilà. Bref. Là, Ultimex se retrouve... C'est toi, c'est One Eye dans sa dernière aventure en enfer, et il a intégralement publié sur le blog de Gad. Et ça arrive à être à la fois complètement what the fuck, oh, il fait défiler les pages, et d'être complètement aussi dit d'introspection sur le personnage. Ça sonne la fin de la série. Je sais pas s'il fera une suite derrière, Gad. Je sais que pour la version album, il y aura quelques pages inédites, quelque chose pour donner envie aux gens de l'acheter. Mais franchement, il a mis beaucoup de temps à le publier, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de temps entre chaque
chaque publication, mais les publications en général étaient assez riches, ils mettaient pas mal de planches. C'est un vrai plaisir de redécouvrir ce personnage sans foi ni loi, plein de répliques qui sont... vous savez, ces répliques, quand on a un mec en face de nous qui nous emmerde, et on se dit « je vais lui dire un truc », et 2 heures après, on se dit « ah, j'aurais dû lui dire ça », et ben Ultimex, lui, il le dit tout de suite, parce qu'il est trop fort. Voilà. Donc Ultimex, une bande dessinée vraiment super géniale que vous pouvez retrouver sur le blog, je crois que c'est ultimex.overblog, un truc dans le genre. J'ai pas noté l'adresse, mais vous trouverez ça en cherchant Ultimex. C'est pro, c'est classe. Je sais, je suis un pro. La suite. L'aube violette, bien sûr. L'aube violette, c'est une bande dessinée, si j'ai bien compris, québécoise. Si j'ai bien compris, ça commence bien. Québécoise. Alors moi j'ai préparé ma chronique. Depuis quelques temps, les auteurs mettaient... d'habitude, j'ai les BD devant avec les noms des auteurs marqués, parce que j'ai un écran d'ordinateur, mais là, c'est pas le cas. Je triche. Là, je suis vraiment sans filet. Donc, les auteurs nous content l'histoire d'un homme qui est envoyé à l'extérieur de leur cité sous terre pour essayer d'amener un artefact qui va permettre de sauver le monde à un certain endroit. Sauf que ce jeune gamin va découvrir de multiples aventures, et il y avait une planche qui était publiée à peu près 2 planches par semaine. Et l'histoire vient de finir. J'ai découvert avant la fin, j'ai pu suivre les dernières. Graphiquement, c'est un travail superbe, un beau travail de colorisation. Ça me fait penser un peu à ce travail qu'on avait sur certaines BD américaines, où c'était des crayonnés qui étaient directement colorisés de façon vraiment sympathique. Des chara-design assez cool. Malheureusement, j'aurais tendance à trouver le récit parfois un peu trop bavard, très axé sur de la voix off. Et donc, ça fait une narration que je trouve un peu lourde, malgré une histoire qui est intéressante, mais qui est un peu cryptique, parce qu'on est dans de l'heroic fantasy un peu... vous savez, ces mondes imaginaires qu'on a inventés avec beaucoup de trucs, où c'est dur de rentrer dedans quand t'as pas fait ta partie de jeu de rôle comme les auteurs dedans. C'est l'impression que ça m'a donné. Voilà. Bref, c'est très joli, ça vaut le coup de s'y pencher, surtout que c'est disponible sur Internet. Et peut-être que vous serez un peu plus attrapé par l'histoire que moi, ce qui m'a pas empêché de le lire jusqu'à la fin. Maintenant, ça s'appelle, je ne me souviens plus du titre, Mr. Laz. Mr. Laz. Eh bien, Stéphane Decadevin a frappé encore. Il avait fait 100 milliards d'immortels, on fait la blague à chaque fois, je crois. Et Radio Zéro. Et Radio Zéro, mais c'est dans l'univers de 100 milliards d'immortels. Et là, il s'est fait un petit turbo média avec un scénariste, pour le coup, dont j'ai oublié le nom, bien sûr, parce que j'ai pas de notes, qui nous raconte l'histoire, pareil, de quelqu'un qui essaye de reconstruire sa vie avec un psy qui a l'air d'un peu manipuler son client d'une certaine manière. C'est plutôt bien écrit, c'est intéressant parce que c'est très, très, très... dans le dialogue, c'est très très peu dans l'action, alors que dans des autres bandes dessinées, on avait beaucoup d'action en Ça général. l'est pas du tout, c'est un huis clos. Donc, oui, c'est un huis clos qui se passe... oui, c'est les différents rendez-vous derrière. Ça développe encore son univers de 100 milliards d'immortels. J'espère qu'il y aura une suite, même si je crois qu'il a signé chez un gros éditeur, donc voilà. Et qu'il n'est pas du genre à faire un crowdfunding pour un truc qui fera pas parce qu'il a signé chez un grand éditeur. Les auteurs de talent ne font pas ce genre de choses. Voilà, Stéphane Decadevin, Mr. Laz, ou Zaz, ou je sais pas quoi. Laz. Laz. J'aurais dit Laz. Mais... Ouais, Laz. Vous trouvez ça sur Internet. LAZ. Ouais, sans doute Et un sur- auteur très sympa, Stéphane. Ouais, en plus très sympa. Voilà, vous pouvez écouter la Splash Page où nous l'avions invité. Oui, il avait survécu à une visite chez toi. C'était Et tout de suite, qui est-ce qui va nous parler d'amertume? Mais c'est Isaac. Est-ce que quelqu'un pourrait me rendre ma feuille de notes que quelqu'un a prise? Oh, les voleurs de feuilles de Je ne notes. vise personne. Ah tiens, j'ai trouvé, ça y est, merci. Je te sens un petit peu amer en disant ça. Tume. Tiens, pardon. Tu me lotes de la Pop, bouche. pop, 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 pop. Donc Amertume. Alors Amertume, attention, on s'accroche. Amertume est au scénario Philippe Emelo, au scénario Nadia Schilling, au dessin et à la couleur Juan Cavea, et à la couleur également Sandro Pacucci. Bref, il y a un petit peu du monde sur le coup, sachant que ce bouquin, Amertume, se sert de 2 historiettes écrites par Béatrice Schilling. Voilà, donc le cadre général est posé. Comme je viens de vous le dire, Amertume est donc une bande dessinée qui va suivre 2 histoires et raconter 2 histoires parallèles.
La première, l'histoire de Majewski, Franciszek Majewski. On se situe au démarrage en 1917, on est en Pologne, et ce Majewski subit, lui et sa famille, de plein fouet les conséquences dramatiques de la Première Guerre mondiale, manque de nourriture, conditions de vie compliquées, extrêmement compliquées, dans la plus simple précarité, pauvreté. Et donc, ce Majewski se débrouille avec les pommes de terre quotidiennes, les seuls aliments qu'il arrive à récupérer pour sa famille, tous les jours à faire des repas finalement qui contentent tout le monde et qui sont très très bons. Il décide de prendre les choses en main, d'embarquer sa famille, de partir à Berlin et d'ouvrir un restaurant qui, 18 ans plus tard, sera... Vendra des patates. Ouais, non. Qui, 18 ans plus tard, sera une adresse extrêmement réputée dans Le roi de la laquelle patate. les... Il a inventé Monsieur Patate. Il a inventé Monsieur Patate. Tous les hauts gradés nazis Monsieur allemands... Carotte. C'est lui. C'est Tu crois c'est sa famille, tu crois? Et Marlène Dietrich, c'était Chaubonne. Waouh. Ok, La tu boucle est continues, s'il te plaît, bouclée. ton pitch, parce que la là, c'est théorie- Vous avez fait un blanc, les gars. La hein, théorie du complot est là. Bref, donc ce Majewski arrive à se sortir et à C'est s'extraire de sa condition et des conditions compliquées de la guerre. La pataterie. Et pendant tout ça. cet entre-deux-guerres, justement, fait fortune, on peut le dire, en tout cas fait sa place au soleil, à Berlin, parmi les nazis. Voilà. Dont il n'est pas sympathisant, il faut le préciser. Et il n'est absolument pas sympathisant, on peut même considérer qu'il les... Et il les trouve extrêmement vulgaire et grossier. vulgaires et grossiers. Et donc, de temps en temps, il balance une petite phrase en polac, histoire de mettre tout le monde d'accord. Bref, deuxième historiette. Sleepwalk, c'est comme ça qu'elle s'intitule. Là, on est en 1984 et on suit un flic, Lloyd, qui débarque au fin fond de l'Arizona. Il n'est pas du tout de cet état. T'as spoilé, on sait pas que c'est un flic. Oui, il est très fort pour raconter les fins au début. On ne le sait pas au démarrage. Non, du tout. Il dit juste qu'il cherche Madame Machin. Donc, on suit un personnage qui a l'air d'un flic. Et C'est sa spécialité. C'est vrai, parce qu'il a une chemise, tu vois, bas de gamme. On le sent, tu vois. Il a sent que c'est un une espèce de flic. crasse On du sent que c'est un commissariat. flic. Je suis On sent d'accord. que c'est un flic. Il s'en baignait. Mm. Et il débarque au fin fond de l'Arizona et il essaye d'avoir des renseignements sur la famille Barrett. Et finalement, il obtient que le père est mort et que la mère travaille dans un diners. Et il veut absolument une tarte aux pommes, même si la tarte aux pommes, Ça, tarte aux pommes. voilà, même Ouais. si la tarte aux pommes n'est pas au menu, il veut la tarte aux pommes de Madame Barrett. Voilà. Et donc on suit ces deux histoires en parallèle, deux histoires au centre desquelles, forcément, vous l'aurez compris, il y a de l'amertume, il y a un sentiment douloureux, l'ambiance est lourde, l'ambiance est pesante, la nourriture est extrêmement présente, mais aussi une forme de bienveillance, malgré tout. Il faut le dire, je trouve que l'ambiance, encore une fois, est très pesante, l'ambiance est lourde, mais on sent que ces personnages ont un bon fond, ont quelque chose de sympathique, ont quelque chose, une forme de mission dans la vie pour faire du bien autour d'eux. Voilà. J'essaye de rester là au niveau du pitch, j'en ai déjà peut-être un petit peu trop dit, paraît-il. Voilà. On peut pas changer les habitudes. Bon, qu'est-ce que t'as pensé du dessin? Moi, j'ai trouvé ça très bon. Encore une fois, ça sert très bien l'ambiance. La couleur, un petit peu pastel et sur une palette qui est pas des plus joyeuses, un petit peu terne, un petit peu passée. Voilà, maintient une ambiance, encore une fois, un petit peu tendue, un petit peu glauque, un petit peu lourde. Il y a quelque chose d'un peu évaporé, un peu évanescent à certains moments. On a un joli contraste, un joli travail sur les lumières et donc les contrastes, les ombres sur les visages. Et ça apporte une forme de gravité aux expressions, au visage des protagonistes. Voilà, c'est encore une fois, c'est un livre d'ambiance. Beaucoup de choses se passent dans les silences, beaucoup de choses se passent dans les non-dits, beaucoup de choses se passent dans les regards, dans les attitudes. On parlait tout à l'heure de l'attitude de Majewski vis-à-vis des nazis, ça passe par là. À l'inverse, l'attitude de bienveillance vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses employés est montrée également, pas avec des mots, c'est montré. Et en ça, je tiens vraiment à noter la qualité du dessin de Cavia, c'est vraiment extrêmement bien rendu, c'est très très bon. Petit pied. Bah, je trouve le dessin superbe. Vraiment, on est dans des ambiances, un travail de la couleur, des tronches qui font beaucoup penser
au dessin d'animation. Hein. On voit qu'il y a peut-être un côté animateur, je sais pas si c'est le cas, mais donc très expressive, un peu caricaturale, mais qui arrive à être crédible. Moi, le premier point que je voudrais noter, c'est que ce bouquin, je pense que l'éditeur, c'est Isaac. Voilà. Je pense que l'éditeur de ce bouquin, c'est Isaac. Parce que quand tu lis le résumé derrière, quand tu lis la préface, ça te raconte la fin de la première histoire. Voilà. Et ça m'a un peu gâché. C'est pas donné à tout le monde. Ça m'a un petit peu gâché. Cette première histoire que j'ai trouvée très sympa, mais que j'aurais peut-être trouvé plus touchante si on n'avait pas raconté la fin avant. Voilà. Attention, instant spoil, on parle du contenu. Non. Voilà, on parle. Tu l'as pas fait hein, pour celle-là. Tu l'as fait pour la deuxième histoire, toi, parce que tu te dis, oh, ils l'ont pas fait pour la première, je vais le faire pour la deuxième. C'est pour ça, en fait, moi, je lis souvent les préfaces après. Ouais, c'est. Oui, mais. Même si c'est une préface, je suis d'accord, ça dirait avant. Après la chronique de Tizak. Voilà, en théorie, une préface ne doit pas spoiler. Tu le mets à la fin. Voilà, une postface, ça existe aussi, hein, et c'est très bien, les postfaces. J'aime beaucoup en général parce que ça t'apporte un nouveau regard sur le truc que tu as lu, les postfaces. Mais les préfaces qui sont là pour dire autre chose que l'auteur, il est génial, je l'aime beaucoup, parce que souvent c'est ça, vont en général t'en raconter un peu trop sur l'histoire. Voilà. Après, c'est du travail de commande sur la nourriture et la boisson. Et je trouve que les trouvailles d'histoire sont très réussies. Ça marche très très bien. Ça reste de la nouvelle, mais de par le fait qu'on ait que ces deux petites histoires, on reste un peu sur sa fin. Vous avez vu que Oui, mais à la fin, on a quand même la recette de la tarte aux pommes. Ouais, alors c'est de la recette de tarte aux pommes un peu sophistiquée quand même. Ouais, c'est pas juste tu mets de la pâte et des pommes, quoi. Hein. Un petit peu de sucre et voilà. T'as de la pâte, du sucre. Thio, du sucre. Ah, vas-y. Du sucre. Thio. Donc du coup, c'est pas le livre de Tizak, je te le rappelle, c'est le mien en fait. Donc voilà. Non, j'ai dit que c'est lui qui avait fait le Oui, travail non, éditorial. enfin, J'ai pas voilà, dit que. Le travail éditorial, écoute, Il y a personne qui se suicide à la fin. Hein. C'est pas un livre de Ti. C'est vrai, il y a pas de mort. Et non, mais de toute façon, il y a trop peu de pages pour sur un livre de Tizak. Un livre de Tizak, ça fait 200 pages minimum. Oh, c'est ma fête ou quoi, les gars? Totalement. C'est gratuit. C'est comme Là, je d'habitude. sens vraiment une grosse amertume. Hein. Il faut qu'on le place 3 fois et il se passera un truc grave après. Un truc super grave. Moi, j'ai d'abord été attiré par le dessin, clairement. Comme tu dis, il y a un côté animation, mais qui n'empêche pas, si tu veux, une certaine... pas de dynamisme, si tu veux, qui permet de se poser. Il pose une atmosphère. C'est-à-dire, quand je dis le côté animation, c'est que quand un animateur, quand il décide, on sent un mouvement latent dans chacun des dessins. Et là, même quand il va te montrer un gars qui est assis à une table et qui va pas bouger pendant 3-4 cases, tu sens que il y a quelque chose derrière, que c'est pas juste le gars posé bout de bout, enfin, le truc dessiné vite fait. Tu sens qu'il y a de la vie dans son personnage. Tu vois, tu as le bon T'as le bon client assis. Et t'as le bon client. Je te rejoins quand même. Hein. Voilà. Graphiquement, déjà, ça m'a beaucoup plu au niveau de la couleur. Ce côté un peu vintage est très réussi. Un petit peu vieilli, oui. C'est dedans, voilà. Je trouve que les deux histoires, là où ça m'a plu au niveau de la lecture, c'est que les deux histoires sont intéressantes, elles sont pertinentes, elles sont pas non plus folles, quoi, mais il y a je trouve elles se répondent l'une à l'autre. Il y a vraiment un dialogue qui, pour moi en tout cas, m'a parlé, quoi, entre l'histoire justement donc, qui se déroule dans le Berlin de la Deuxième Guerre et attention spoil, hein, je veux dire, l'histoire justement donc du flic. Non, je sais que c'est un flic. Du flic et de la tarte aux pommes. Tu as lâché l'info? J'ai lâché l'info parce que finalement. Quel connard! J'hallucine. Ouais, mais on se retrouve avec quelque chose qui est une sorte de Madeleine de Proust, quoi. Il y a toujours une sensation, un goût, une envie. Et tu sais que si tu arrives à la voir ou si tu la retrouves, ça va t'apporter quelque chose qui sera plus que cette saveur, plus que ce goût-là. Et je trouve que les deux histoires, en fait, vraiment te remettent un petit peu justement dans le modèle de la Madeleine, où tu as vraiment un truc qui te ramène en arrière, qui te refait vivre un instant magique de ta vie, quoi. Tout à fait. C'est pour replacer les choses dans leur contexte, ces deux histoires en fait devaient être publiées dans un journal sur la thématique de la nourriture.
Et vu le temps que les auteurs ont passé à dessiner, à écrire tout ça, ils ont été hors délai pour pouvoir publier les 2 histoires qui effectivement se répondent. Donc ils n'ont pu en publier qu'une seule des 2. Et là, le souhait de l'éditeur était justement de pouvoir les réunir pour avoir ce sentiment-là de réponse et d'écho l'une à l'autre. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y en ait au moins 2 autres, tu vois. Mais dans ce cas-là, on aurait été à la Alors c'est un retraite. service en 4 plats et ça marchait plus, quoi. Ouais, c'est difficile, le service en 4 plats. Toujours. Toujours. Jérôme, Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se demandent quel est, pour nous, l'intérêt d'être chroniqueur. Il fallait se poser la question à un moment donné. Oh putain, merde, c'est c'est le moment où il sujet- va faire son discours avant de partir. tu c'est vois. le sujet philo à 22h, c'est chaud, quoi. Oui, Chroniqueur parce ou que, pas chroniqueur, 23, c'est la 23. parce que question. IRL, il est 23h en fait. Oh, putain, il a dit IRL, IRL. Putain, Wow, putain, c'est pas un nob, hein, je te le dis. Hein. Putain, je vais finir en PLS. Je vous emmerde, les gars. C'est Et un thème. l'avantage principal de raconter des conneries derrière un micro et d'être écouté par des gens qui ont la patience de nous écouter, c'est quand même avant tout de passer un bon moment convivial ensemble, d'échanger autour d'une passion commune, et c'est de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais lues. Amertume, je l'aurais pas lu. Ceci dit, dans la précédente émission, Bolshoi Arena non plus. Et j'ai beaucoup aimé Bolshoi Arena. Si, il y a écrit boulet sur la couverture. Non, je l'aurais pas lu. La couverture est ratée. Mais il y a Donc, écrit non. boulet. Amertume, la couverture est ratée. Ah non. Ah si, Ah non. ah si. Je me suis posé pendant au moins 10 minutes la question, pourquoi amertume? Ah, ça, je suis d'accord. Mais alors, Parce que vu qu'il voulait écrire en gros, ça rentrait pas dans la. Non mais à un moment À un donné... moment donné, le graphiste, il faut bien qu'il trouve une solution. Non mais à un moment donné, les gars, il y a des graphistes, il faut les écouter, ils doivent avoir des idées là-dessus. Si c'est un graphiste qui a eu cette idée-là, il faut Faut changer plus de l'écouter. graphiste, les cocos. C'est voilà. C'est un jeu de mots qui passait bien en espagnol, mais en français. c'est- amertumes. Ah ouais, peut-être. Voilà, ça une possibilité. Mais non, franchement, voilà. Pour moi, c'est raté. Et du coup, je reconnais qu'une couve ratée, je vais pas forcément plus loin. Quand on a énormément d'albums à lire, c'est une opération de sélection comme une autre. On voit que tu n'es pas de beaucoup de BD américaines, hein, parce que dans le genre, les couves réussies avec de la merde à l'intérieur, il y en a des tonnes. hein. Oui, non, mais c'est pas parce qu'on D'ailleurs, commence. il paye des gens pour faire que la couve. hein. C'est pas parce qu'on commence à lire un album qu'on est obligé d'arriver à la fin. Mais en tout cas, la couve est déjà un premier élément de critère. Moi, j'ai particulièrement aimé l'histoire du flic. Vu qu'on sait que. Voilà, puisque Et tout le monde. spoil, hein, c'est dingue. hein. C'est ça. C'est n'importe quoi. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment Ce qui est super, bien, c'est qu'autant ils auraient pu l'oublier. super bien. Là, c'est bon, on l'aura bien mis dans le crâne. C'est ça. Et la première est bien aussi. Donc voilà, c'est des histoires qui fonctionnent bien, qui sont pleines d'humanité, surtout la seconde. Et ça fait partie de ces albums qu'il faut se laisser surprendre par ces albums-là. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, par contre, je reviendrai 2 secondes sur la couve. Pour moi, elle pose l'ambiance. C'est une couverture de film, je trouve. Et C'est Bagdad Café. Elle pose l'ambiance que tu des deux histoires. pour moi, c'est pas trop Bagdad. Pour moi, c'est... Non, Bagdad Café, pas Bagdad. C'est pas le même continent. Je finis, pardon. C'est pas Bagdad Café. Pour moi, on est sur les couvertures de films. Là, récemment, je viens de voir la jeune femme avec des lunettes et un fusil dans la voiture. Bref, un bon film français. Et par contre, sur le titre, ils ont fait comment? Parce Et que en c'est fait- quand même super long à Et ben écrire. justement, c'est justement là-dessus que je reviens. C'est-à-dire qu'ils ont voulu absolument écrire en capital comme ça, assez grand, et du coup, ils ont joué sur la typo, et il y a des informations qui sont écrites en plus petit au milieu. Mais on a ce découpage-là aussi, ces grandes lettres, etc. Et un cadrage très particulier, comme celui-ci, qu'on retrouve aussi. On a beaucoup de travail sur le cadrage à l'intérieur du bouquin. On est vraiment dans une ambiance très cinéma, je trouve, là-dessus, même si je sais que tu n'aimes pas forcément qu'on dise ça. Il y a vraiment cette ambiance permanente, et la couverture y contribue, même si effectivement le découpage du mot amertume, il y a peut-être une histoire de traduction, hein, c'est une possibilité. Mais moi, ça m'a fait, schématiquement parlant, au niveau de l'organisation, ça m'a vraiment donné l'ambiance qui effectivement correspond à l'intérieur, pour l'une des 2 histoires. Ok. Sur ce, Sur ce, on va peut-être passer On à va la passer à la suite. Hein. Bon, bref, c'est du bien, hein, allez-y. Hein. Moi, voilà, c'est une très très bonne découverte. Bon, il paraît qu'il y a des petits lags sur Twitch. Je tiens à le préciser. Pour les gens qui sont en direct, nous nous excusons. Non, mais j'y suis pour rien en fait. Je suis désolé.
Et là, nous allons parler de Chant fragile. BD, poésie, musique, forme un tout unique. Sur ce chemin qui mène à la lecture, c'est une sorte de grande aventure, où les dessins, tracés au hasard pour faire ressortir des émotions, Et nous du apportent noir. du bonheur et du savoir. Je vais vous parler de Chant fragile, une bande dessinée, non, un album. Je vais pas dire une bande dessinée parce que c'est pas une bande dessinée. Je Non, ce n'est pas une bande sais pas dessinée. pourquoi on en parle en fait. Ah oui, Baudouin, il a fait des BD dans sa vie. C'est vrai. Très bien, nous pourrons parler de tous les films de Johann Sfar dans cette émission. Euh, C'est la mauvaise. Hein. Voilà. Non, je conduis, merci. Qui est censé être... Tu es quand même, je trouve, enfin, on parlait toi de chronique, je trouve que tu es vraiment dans la mode mauvaise foi quand même. Là. Laisse-moi finir ma mauvaise foi, je reviendrai après sur la vraie foi derrière. Et donc, c'est une bande dessinée accompagnée d'un CD que je ne peux écouter que dans ma voiture, hein, parce que vous savez, moi, les lecteurs de CD, en fait, j'ai plus trop ça. Ça me fait sortir les trucs pour ripper le truc, pour C'est le l'écouter problème sur des mon geeks, ça. téléphone. C'est chiant, ouais, je sais. Ouais. Ils auraient pu le sortir en 8 pistes, t'aurais pu l'écouter, tu vois, par exemple. Ça aurait été plus simple pour toi. En VHS. Bref, Bienvenue dans le c'est monde de un l'archiviste. recueil de poésie illustré Sponsorisé par par Baudouin, l'ORTF. avec une piste audio que je ne sais pas si c'est de la musique ou juste les poésies qui sont lues. C'est les deux. Les deux. C'est C'est les deux. de la Voilà. poésie et de la musique. Euh, À chaque qui est fois, une- on a les deux versions. Qui est une expérience qui peut être intéressante. J'ai vu un peu la poésie. Je pense que Tizak a regardé, il a vu Baudouin, il a tourné les pages au hasard, et comme à chaque fois qu'il prend un livre qui tourne les pages au hasard, il est tombé sur les scènes où il y a des filles à poil. En même temps, Baudouin aime bien les filles à poil, il faut le dire. J'ai un doigt magique. T'as le magique, ouais. Non, Quelle vous beauté. êtes d'accord. À chaque fois qu'il tourne des pages au hasard, il tombe sur les filles à poil. C'est un don. Je pense que tu devrais. Bref. Mais attends, moi j'ai une assurance sur mon doigt. Hein. Bref, voilà. C'est pas désagréable. C'est Derrière, juste que c'est quelque chose d'illustré par un auteur de BD. Ça marche, hein, c'est de la poésie. Après, moi, je suis pas très sensible à la poésie, donc c'est un peu le hasard. Ah ok, donc c'est bien que ça tombe sur toi en fait, le début de la chronique, parce que du coup ça pose les choses. C'est-à-dire que c'est le gars qui aime pas particulièrement la poésie. La musique, en fait, ça le fait chier, il écoute que sur son téléphone, hein, C'est avoir ça. un CD, Non, ça mais marche c'est le pas. dictateur qui voulait pas le mettre au programme, et je sais pas pourquoi ça finit par y être. Bref. Et Baudouin, il aimait bien les BD qu'il faisait il y a 30 ans, mais depuis, ça le fait chier. Voilà, la chronique est posée. Je sais même pas si j'ai un Mais jour sinon, lu une BD de Baudouin, en fait. sinon, il y a un pitch sur l'ensemble du bestiau ou on dit juste que Bah, une fois, franchement, ça alors, m'a fait chier. bah, une fois, il prend un train. Une autre fois, il regarde la mer. Une autre fois, Il prend est le avec train une et fille. regarde la mer. Il est avec une fille. Ah bah là, il sait qu'il prend la Bon. mer. C'était un accès de mauvaise foi, ça peut rester sans doute de la bonne poésie, mais comme ça s'est retrouvé au programme, je vais laisser à mes co-chroniqueurs le soin. Excuse-moi, Qui j'ai coupé Tizak, Ouais. il est puni pendant 3 minutes. Voilà, je vais laisser à mes... Je crois que c'est moi que t'as coupé en fait. Ouais, non, c'est bon. C'est pas au football américain Bon, je vais quand on laisser fait un au- plaquage votre- irrégulier quand le foot de... Ah non, c'est au hockey. C'est ok. Donc je vous laisse le soin de finir cette chronique en étant un peu moins mesquin que je l'ai été jusqu'ici. La couverture est très réussie Alors, je vais entamer, en fait. et le découpage du lettrage fonctionne parfaitement. Bah, écoute, quelque part, c'est une bonne bande dessinée. Je veux dire, il y a une couverture autour, il y a du carton, il y a des feuilles au milieu, il y a des dessins. Sur ce point de vue-là, le contrat est réussi. Ok. Non, c'est un bon recueil. Tu peux pas dire que c'est une BD. Alors, moi, j'ai c'est rien BD. trouvé de ce que je cherchais. Donc, le dessin ne m'a pas convenu. Le propos. C'est beau ce qu'il fait Baudouin, ça on peut pas le dire. Mais, bon. Ouais, mais ça m'a pas. Enfin. Mais on dirait des extraits de carnet vite fait, quoi. Oui, et puis ça fait. Il y a quand même des trucs qui sont un peu glauques, quand même, je trouve. Quoi. C'est malsain, tu te sens pas non plus. Voilà, quoi. Et puis, je me suis incroyablement fait chier, quoi. Pour le dire crûment. Voilà. Donc, peut-être que si j'avais envie de méditer et que j'avais un chemin personnel à faire, peut-être que ça m'aurait porté. Mais je me suis quand même bien mis en chemin ces derniers temps. Et là, je t'avoue que franchement, c'est vraiment pas la sortie que je voulais prendre, quoi. Donc voilà, je vous le laisse. Faites-en ce que vous voulez. Jérôme. Bourreau, fais ton office. Alors, c'est difficile pour moi Enfin, non, c'est pas difficile de chroniquer un album de Baudouin. Baudouin, c'est une personnalité que j'aime énormément.
que j'ai eu la chance de côtoyer et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Le vendu. Ouais, donc voilà, au-delà de cette personnalité, il a fait quelques albums ratés. Il faut être clair. Ça arrive au meilleur. Voilà, Dans tes yeux, par exemple, je vous le déconseille. C'est un album raté. Tu pourrais parler d'un de ces bons albums? Et Chant fragile, pour moi, est un album assez relativement raté. Le gros avantage de Chant fragile, c'est la partie musicale. Donc en fait, il s'est fait plaisir avec Mikieu Montanaro, qui est un ami de lui depuis, je sais pas, ils doivent se connaître depuis 50 ans. T'es aussi bon que nous sur les noms des auteurs. Non, mais t'es fait pour être dans cette équipe, quoi. Pourquoi tu pars? Ils doivent se connaître depuis 50 ans parce que Edmond, c'est quelqu'un qui a 75 ou 76 ans maintenant, donc il est plus tout jeune non plus. Edmond, c'est Baudouin. Hein. Ouais, Edmond Baudouin. Et ça faisait très très longtemps qu'ils voulaient travailler ensemble et faire un album ensemble. Donc là, ils ont fait quelque chose qui est un ovni, en fait, un ovni éditorial avec des poèmes et des dessins d'Edmond, une musique par-dessus. Voilà. Si vous êtes fan du travail d'Edmond, allez-y, ça risque de vous plaire. Si vous accrochez pas plus que ça, il faut clairement pas commencer par ce travail-là. Après, Edmond est quelqu'un d'assez protéiforme qui travaille sur différents supports maintenant. Puis honnêtement, vu son succès, vu sa notoriété, vu son âge, il peut se le permettre. Et il en a absolument rien à foutre qu'on aime ou qu'on n'aime pas de ses albums. Il se fait uniquement plaisir et il a bien raison. Pour vous donner un exemple, il a passé 2 mois à la Rora, la vallée de la Rora, en Italie, là où il y a tous les migrants qui attendent de passer la frontière. Et de son expérience, il a sorti un album de BD, et de cet album de BD est sorti un spectacle de théâtre. Donc voilà, il essaye de toucher à différents supports, différents médias. Donc c'est une de ses expérimentations, Chant fragile. Je suis pas certain que ce soit la meilleure. Il paraît que le spectacle sur la Rora est très beau. Il a été présenté pour la première fois au Festival de Lyon BD qui avait lieu les 8 et 9 juin dernier. Voilà, à titre d'info, vous pouvez sans doute trouver des infos sur Internet si vous êtes des fans de Baudouin. Je vais conclure parce que c'est quand même grâce à moi que vous avez eu cet album entre les mains. Je vais simplement reprendre les mots du directeur de collection de Ours Music, Aymeric Mathieu, qui dit simplement que lorsque Fabien c'est le guitariste, m'a présenté Edmond Baudouin et Mikieu, j'ai tout de suite été séduit par le projet Chant fragile, avec le label Ours Music. J'aime partager des moments de rencontre, des instants créateurs avec des artistes de talent. Ça a été le cas pour Chant fragile. Merci à tous, votre humanité m'enrichit. Je trouve que c'est ça. Cet album, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui se rencontrent, des gens qui ont des passions, des gens qui ont des talents, ou pas, et qui, à un moment donné, se rencontrent. Je n'ai jamais dit qu'ils n'avaient pas de talent. Qui ont des talents et qui se rencontrent et qui nous font partager ça. Après, est-ce que ce moment de rencontre, nous, on arrive à y rentrer ou pas? C'est là que la limite est arrivée pour moi. C'est-à-dire que j'ai senti une complicité entre eux, j'ai senti qu'ils avaient des choses à se dire, j'ai senti que les textes, les dessins, leur ambiance, leur musique se répondaient. À aucun moment, j'ai réussi à y rentrer. Voilà, je vais même pas dire c'est bon, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas la question. C'est que j'ai l'impression que malheureusement, ils ont publié un moment, une soirée, des instants à eux. Mais ça n'a pas été partagé. En tout cas, j'ai pas réussi à faire partie de leur soirée et de leur rencontre. Voilà, c'est en ça, pour moi, c'est un échec, dans le sens où on a enregistré une chronique, on a enregistré une discussion, on a enregistré un copain qui sort la guitare, l'autre qui sort le saxo, l'autre qui se tape sur les genoux et l'autre qui lit ses poèmes, mais à aucun moment ça a permis aux gens autour, au public éventuel, de venir s'installer sur un petit coussin, sur une chaise et d'être là dans la même ambiance qu'eux. Voilà, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai pas réussi du tout, 2 secondes, à rentrer dans leur cercle. C'est dommage.
En 2016-2017, il a sorti un petit album très court qui s'appelle Méditerranée. Si vous voulez découvrir le travail d'Edmond Baudouin, c'est une bonne entrée en matière. C'est un album assez magnifique, très poétique, très peu de texte, beaucoup de dessins très forts. Commencez par ça. Là, on est sur quelque chose de très cru. Que ce soit des voyages ou que ce soit des rencontres, on est quand même, et des rencontres féminines en l'occurrence, on est quand même sur des choses qui sont très brutes, très crues, et c'est livré tel quel. On n'est pas vraiment dans une poésie douce. Je pense qu'après ce recueil de poésie, nous allons pouvoir revenir à la BD. Non, surtout, c'est qu'en fait, on pourrait lire Méditerranée. Et dire Méditerranée. Voilà. Je l'attendais. Mais c'est pour ça que je l'ai relancé. Merci de tendre la perche. Peau de Bilbette, mon cher Thio, je vais te laisser pitcher cet album. Alors, de Stéphane Fert aux éditions. Stéphane Verte. Stéphane. Belle. C'est un mot qu'on dirait Inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Tel. Alors, Belle est si magnifique que personne n'a jamais songé à lui donner un autre nom. Mais il Alors- est toujours en mute ou Non du tout, en fait, tout va bien. Parce que ça, c'est l'auxiliaire, en fait, et il n'y a d'accord. personne qui en plus. Comme tu parles trop bien la technique. Je te remercie. Donc, on était donc justement Abel qui va fuir la convoitise des hommes. Et en fait, elle va partir se cacher dans la forêt et elle va rencontrer le roi Lucan, un monarque qui gouverne aux bêtes. Et franchement, avoir la technique, c'est jouissif. En vrai, c'est bon. Je peux te couper comme ça, tu vois, net. Ou pas. Voilà. Elle va donc rencontrer le roi Lucan, un monarque qui gouverne les bêtes. Alors celui-ci va lui confectionner la plus belle des robes et Belle du coup va finir par accepter de vivre avec lui. Et de cette union va naître Ronce, une jolie petite fille. Mais malheureusement le temps passe et Belle, elle n'a pas la couronne blanche de Lucan et donc elle va vieillir et elle va mourir exactement pareil comme ça. T'as spoilé quoi. Et elle va forcément demander sur son lit de mort à Lucan de prendre soin de Ron, sauf que le roi, il en a rien à foutre de la fillette. Et donc, du coup, il va l'envoyer vivre dans la forêt, ordonnant à ses bêtes de prendre soin d'elle. Forcément, si vous connaissez un petit peu le conte, vous avez à peu près la suite, parce que nous, on connaît l'histoire en fait sous le nom de Peau d'âne. C'est une histoire des frères Grimm, qui s'appelle en fait Peau de mille bêtes dans la version Grimm, mais qui s'appelle Peau d'âne pour nous. Le problème, c'est que quelques années plus tard, le père va revoir sa fille et va se dire que Oh, elle est bonne. t'as bien changé, petite. Petite. C'est ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est Un poil malsain. un petit peu. Le quand même. Moyen-Âge, qu'est-ce que c'était cool. Voilà. C'était mieux avant Et- quand même. Qu'est-ce que tu touches à mes trucs, toi? Comment veux-tu qu'il fasse le machin avec le bidule si parce tu que touches à... j'essaye de... Non, mais non, tu veux faire quoi là? Tu ne touches pas. Ah, mais laisse-moi lire le chat, enfin, voyons. Et voilà, tu dis ça. Laisse-moi lire le chat. Voilà. Alors, et donc justement, comme en fait elle va refuser d'aller voir son père, il va utiliser son pouvoir diabolique pour la faire plier, la transformant en une sorte d'ogresse qui va dévorer les hommes, tous les hommes, sur son passage. Du coup, Ronce va essayer donc de fuir et va essayer de chercher un refuge. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans cette histoire donc de la peau de mille bêtes? De l'inceste. Donc on va retrouver donc l'histoire de Peau d'âne qu'on a déjà eu au cinéma. Enfin d'ailleurs c'était un cinéma, c'était en noir et blanc je crois à l'époque. Oui. Ouais, c'est un vieux truc quand même. Graphiquement, je vous donne mon avis. Après je laisserai les autres divaguer et donner le leur. C'est pour moi absolument superbe. Tu as un mélange tu as un découpage qui va être un gaufrier classique. Tu vas avoir des splashes qui vont t'en mettre plein les mirettes, mais tu fais pas. Les têtes de chapitre. Certains moments, tu vas même te retrouver avec des sortes de fresques médiévales. Et enfin voilà, franchement, ça déchire quoi. C'est vraiment splendide. Je n'aurais pas d'autres mots parce que tu as vraiment des personnages qui vont changer, évoluer au niveau de l'histoire. Ronce qui va être de temps en temps, elle va ressembler à une ogresse, mais dans tout le côté ogresse, c'est-à-dire énorme de partout quoi, toute ronde, un peu botéro quoi. Et à un autre moment, tu vas avoir une Ronce qui, quand elle est transformée en ogresse toujours par le roi Lucan, va avoir une taille très fine, va être très svelte, très dans le charme, avec une féminité mais exacerbée. Et pour autant, la case d'après,
elle va redevenir cette image de Botero avec tout en rondeur. Et pourtant, ça fonctionne, quoi. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que tu passais, en fait, dans une sorte d'univers un peu onirique, un peu fantasmé, à un côté qui est très réel. Et franchement, il s'est vraiment ancré dans le réel, avec une place de la femme où on va avoir celle-ci qui va avoir toutes les pressions et les injonctions de la société moderne, où tu vas te retrouver avec une femme qui va être soit un objet, soit la femme trophée que tu vas vouloir montrer, la femme qui doit écouter, qui doit obéir, qui doit être au foyer, et que ce soit Belle ou Ronce, en fait, toutes les deux, elles vont essayer de lutter contre ça. Mais comme dans tout conte, à la fin du conte, c'est toujours cruel, quoi. La fin d'un conte, c'est un peu comme dans la vie, quoi. Donc, Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça, c'est la version Disney. C'est pas la version Disney. Et voilà. Donc moi, je vais être honnête, je vais mettre quand même un petit battement de cœur pour le bouquin, parce que il m'a parlé. Il y a eu vraiment. Rassure-moi, tu avais prévu tout le monde pour le coup de cœur. Il y avait un petit Cérose. Hein. Et donc, voilà. Est-ce que mes confrères vont avoir le trépidant qui, eux aussi, va s'affoler? On va le savoir tout de suite. On va garder donc pas trop de suspense. On va tout de suite aller vers Tizak. Comme ça, au moins, on place le truc. Ouais, Ah cash. ouais. Direct, d'emblée, cash. Alors, je te rejoins complètement sur le traitement graphique du personnage principal, qui est très modelé en fonction de qui la regarde, on va dire, et des intentions qui leur sont attribuées. Les mêmes personnages, lors de la même scène, vont l'apercevoir différemment en fonction de leur état d'esprit. Ils vont commencer par l'apercevoir effectivement comme une beauté absolument fatale, et dont ils ne peuvent enlever le regard. C'est vraiment un objet de désir. Et dans la minute qui suit, elle devient extrêmement repoussante et il lui trouve tous les défauts de la Terre physique. C'est extrêmement bien rendu et bravo encore une fois à Stéphane Fer là-dessus. Le monde onirique, tu en as parlé, je ne vais pas revenir dessus. Moi, ce qui me plaît, c'est le traitement moderne, je trouve, de ce conte. On a une trame extrêmement classique, mais on a tout un tas d'éléments qui viennent replacer ça dans un contexte social, des problématiques de femmes très actuelles. Il y a tout un tas de petites remarques qui viennent alléger un petit peu l'ensemble, qui viennent donner de la respiration, qui viennent aérer tout ça, et qui donnent une position de recul par rapport aux thématiques. Et du coup, ça nous extrait un tout petit peu du conte classique, et on regarde le conte avec un œil différent. Et en ça, je trouve que c'est extrêmement fort. Donc, le dessin me plaît. Il y a tout un tas d'éléments scénaristiques, au-delà du conte classique, qui sont extrêmement bien faits. Est-ce que j'irai mettre un coup de cœur? On est suspendu à tes lèvres, vas-y. Pas moi qui le lancerai. Il a été lancé. Il a été lancé déjà. C'est pas moi qui le lancerai. Mais si l'ensemble de la communauté veut le mettre... C'est lâche. C'est lâche, t'as vu? Je ne ferai que suivre. Non, c'est lâche. Je ne vais pas le défendre. C'est ça. Et en 42, t'aurais suivi aussi? Hein? La question est qui j'aurais suivi. Jérôme. Alors c'est pareil, ça fait partie de ces albums. C'est pareil, je suis d'accord, moi je suivrai. Non. C'est comme Amertume, ça fait partie de ces albums. Honnêtement, j'y serais pas allé. La couverture est réussie. Oui, la couverture est. Le toucher de la couverture. Là pour le coup, je suis d'accord. La couverture est réussie, c'est un très bel objet. Mais c'est vrai que le titre, Peau de mille bêtes, ne m'attirait pas spécialement. Et je me suis laissé embarquer par les collègues de La Voix des Bulles. Je ne le regrette pas du tout, c'est très bien réussi, très bien dessiné, scénaristiquement c'est irréprochable. Il y a de très belles trouvailles graphiques, en particulier en termes de mise en page et de découpage de la page. Donc je n'irai pas plus loin en disant qu'il faut que vous le lisiez parce que vraiment c'est une belle réussite. Et en plus, l'adaptation est réussie, donc pour moi, c'est un coup de cœur. Donc, Peau de mille bêtes a une particularité. C'est la première fois qu'en lisant un livre, je me suis interrompu au milieu pour aller sur Internet pour savoir combien vaut une planche originale. J'ai été époustouflé par le dessin. Je connaissais déjà bravo le travail. Le mec de droite, quoi. Je connaissais
Il voit déjà le placement avant d'avoir fini le le bouquin. placement, alors c'était qu'il a pas le eu même, l'histoire ouais, jusqu'au le bout, placement quoi. sur mon Et mur. ils ouais. s'en vendent, quoi. Super, bravo. Je vais voir ton poignet gauche, t'as une Rolex ou J'aimais pas déjà beaucoup le travail de Stéphane Fert en tant qu'illustrateur. J'avais beaucoup aimé Morgane, qui avait fait Ça avant. va, c'est Oui, mais ça, c'est bon. J'avais beaucoup aimé quand le cirque est venu. Subjectif. Oui, avec c'était Wilfried bien, ça. Lupano, Avec Lupano, ouais. qui est une super histoire pour enfants. Alors, ça, pour le coup, moi, j'ai pas plus apprécié que ça. Ouais, j'ai beaucoup Mais aimé. graphiquement, c'est génial. Mais c'est pas un coup de cœur. Ouais. Non, celui-là, non. Oh, bon, bref. Et là, voilà, graphiquement, je suis resté sur le cul. Les têtes de chapitre sont d'une beauté magnifique. La narration, ce travail de la couleur, je sais pas comment il travaille. J'imagine que c'est du numérique. C'est l'idée que j'en ai en tout cas. À la craie. Ou un travail sur les couleurs, sur les contrastes, ce travail du noir, des violets, des pointes de lumière au milieu. Voilà, c'est superbe et ça colle très bien à du conte de fées. L'histoire, c'est un conte de fées. Vraiment, on est dans l'archétype du conte de fées, c'est une réécriture d'un conte de fées. Mais c'est ce que vous avez souligné, qui va exacerber des problématiques modernes. Il prend une vieille histoire qui racontait ses propres thématiques à l'époque et il arrive à la sublimer, comme il dirait dans Top Chef, pour y rajouter du croquant, du gourmand et des thématiques modernes. Il se l'est approprié, quoi. Il a rien inventé. Voilà, c'est ça. Et il a fait vraiment... Il a raconté une histoire surtout. Parce que de suite, on est dans l'histoire. Voilà, cette BD, ouais, c'est pour moi, ça a été un coup de cœur cette année. C'est moi d'ailleurs qui ai proposé un coup de cœur. C'est moi. Oui, non, mais parce que je pouvais que faire ça. Puis je suis le seul qui pense à proposer les BD en coup de cœur aussi. Dans le doute, la prochaine, je la balance un coup de cœur. Tiens, c'est laquelle la prochaine? La prochaine qui est proposée en coup de cœur, ça sera Tizak, mais ça sera pour une des prochaines émissions. Thio, ce sera pour une des prochaines émissions. Il a proposé un coup de cœur. Je pense que c'est qui? C'est moi? C'est Ti? C'est la troisième personne? C'est toi qui as proposé un coup de cœur. Bref, voilà. Peau de 1000 bêtes de Stéphane Fert, une tuerie qui, je pense, a eu un coup de cœur, sauf si Tizak décide de dire, je vous ai menti et je le donne pas. Eh bien, le coup de cœur est adjugé vendu. Voilà, nous pouvons passer à la suite. C'est aux éditions Delcourt. Et je reviens sur la couverture. Elle est douce. Elle a un toucher de pêche. Et puis un beau relief sur le titre. Et un beau relief. C'est quoi le relief? Il aurait fallu le mettre. L'archiviste devrait nous parler de Bergère Guerrière. Les gars, arrêtez d'en parler parce que ça va se voir que vous avez été payé. Alors, Bergère Guerrière. On a notre indépendance. On est pauvre, mais on est indépendant. Bergère Guerrière chez Glénat Jeunesse. Donc, alors, un petit roman. Bon, les gars, là, par contre, soyons clairs, on n'est pas à la pointe de l'actu. Si. Ah si, c'est l'actu de 2004. C'est ça. L'album est sorti en 2017 et le tome 2 est sorti en 2018. Et pourquoi tu attends que les BD sortent pour les lire? Les plus vieilles, tu ne les lis jamais? Tu rates plein de chefs-d'œuvre. Toi, tu n'aimes pas les cougars. Non, mais ce que je veux dire, c'est que genre, on pourrait chroniquer les tomes 1 et 2 d'un coup, tu vois, genre. Oui, mais t'as le tome 2, toi? Bon. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai, c'est ma fille, alors bon. Voilà 10 ans, les hommes du village sont partis, recrutés pour partir à la guerre et rejoindre l'armée du roi. Depuis 10 ans, plus d'hommes dans le village. Si ce n'est quelques vieillards, les femmes et les enfants. Bien entendu, Qui ont grandi. Quelques enfants qui ont grandi, puisque mathématiquement, ils ont pris 10 ans, les gamins. Et il n'y en a pas qui ont moins de 10 ans pour le coup. L'héroïne est Molly. Sur la couverture, c'est la petite héroïne rousse qui est à dos de mouton. Et son meilleur ami, Liam, le petit garçon qui est sur le dos de... Voilà, c'est ça, de Pollux. C'est Pollux. Le mouton s'appelle d'ailleurs Barbe Noire, c'est son bélier de combat. Ouais. Donc les femmes en fait se sont organisées pour défendre le village et les troupeaux et ont organisé la confrérie des bergères guerrières. Particularité des bergères guerrières, elles sont réservées aux filles. Elles portent une cape. Elles portent une belle cape, voilà. Et le grand désespoir de Liam, c'est que du coup, il ne pourra pas devenir une bergère guerrière parce que c'est un garçon et du coup, il va essayer de se déguiser en fille pour rentrer dans le coffre, dans la confrérie des bergères guerrières et ça ne marche pas. En tout cas, pas dans le tome 1. Donc, alors, voilà pour le pitch. On est sur un univers à mi-chemin entre l'Irlande et les Vikings.
Ça fonctionne bien. Le dessin est tout à fait réussi, un petit dessin assez peu réaliste, semi-réaliste, tout en rondeur, avec une très belle mise en couleur, un peu pastel, pas de couleurs vives agressives. Ça fonctionne très très bien pour un album jeunesse. Moi je trouve que c'est une belle réussite au niveau du dessin. C'est aussi une belle réussite scénaristique, même si on n'est que sur un tome 1. On attend donc la suite avec une vraie impatience. Elle ne devrait pas tarder à sortir. C'est Enfin ça. bon, ce tome est de 2017, donc on peut leur laisser un an entre deux tomes. C'est ça. Facile. Donc voilà. Moi je pense que fin 2018 on l'aura. 2019, on devrait avoir le tome 3, quoi. C'est l'objectif. Et d'ailleurs, l'album a été très très bien reçu par la communauté des lecteurs jeunesse. Ah, moi j'ai pas reçu mon SP. Mais... Alors, on est sur un univers très matriarcal qui est genré à l'inverse. C'est-à-dire que tout est féminisé et le petit Liam est mis de côté parce que c'est un garçon. Et il va essayer de se faire passer pour une fille pour rentrer dans la confrérie des bergères guerrières. Donc on est vraiment sur quelque chose on a un peu plus l'habitude Ça vient du fait côté que garçon, les mais hommes là, sont disparus. Voilà, exactement. Ça vient du fait que les hommes ont disparu aussi et que les femmes ont dû prendre le relais, quoi. Tout est inversé. Voilà. Et on est sur une ambiance générale et un scénario qui est à mi-chemin également entre Rebelle, le dessin animé Rebelle, et Dragon. Une petite phrase comme ça notée dans la BD pour l'hymne des bergères guerrières. Dans l'effort et dans la douleur, pour mon village et son honneur, pour ma famille et les hommes partis, je serai forte et défendrai sans répit les terres de nos ancêtres qui nous ont vu naître. C'est assez bourrin, assez basique. D'ailleurs, l'héroïne Molly est un personnage assez classique. Et du coup, on peut facilement s'y identifier sans beaucoup de difficultés, ou en tout cas, une petite fille ou un petit garçon peut facilement s'y identifier. C'est le public. C'est grand public. Ouais, c'est le public, petite fille, petit garçon. D'accord. Oui, Oui. c'est pour dire que c'est pour de la jeunesse. Oui, voilà. Ouais, je traduis sa pensée. Parfois, ça peut être abscon. C'était ça. C'est de l'alcool. Et donc à la fin, évidemment, une menace va commencer à poindre et s'attaquer au village. Et nous sommes dans un suspense absolu en attendant Il le a tome spoilé. deux. Cliffhanger de balade. Voilà, cliffhanger de folie. Cliffhanger de ouf. Messieurs, Bon, moi, je tiens à le souligner. Quand j'ai vu le dessin, je suis allé voir qui avait fait ce bordel. J'ai vu qu'elle Amélie s'appelait Fléchet. Amélie Fléchet. J'ai vu la photo d'Amélie Fléchet. Déjà, j'ai fait... Ok, t'es mignonne, c'est bien. Oui, en fait, il te dit que les BD des... Soyons honnêtes. Donc oui, là, c'est une société. société. Donc Bergère Guerrière, c'est une société à l'inverse. Par Ouais, contre, oui. toi, tu es vraiment rétrograde. Ah, bah, quand non, même. moi, je suis resté en mode Béli Barbe Noire. Ouais, ouais. Et du coup, je suis allé voir ce qu'elle avait fait comme autre illustration. Et à chaque fois, c'est magnifique. Alors, il y a des BD qui ont eu des notes, des chroniques très moyennes. Mais ça, c'était lié au scénario. Par contre, à chaque fois, ce qui ressortait, c'est qu'elle avait fait un travail sur le dessin exceptionnel. Et je confirme. Voilà. Clairement, moi, ce bouquin, je l'ai fini, je l'ai poursuivi, je suis allé au bout. Il y a des moments de flottement au niveau du scénario. Je ne suis pas fondamentalement la cible. C'est un petit peu cousu de fil blanc à certains moments. Les références sont extrêmement connues. Bon, ok, donc pour nous, en tant qu'adultes, on n'est pas sur de la grande nouveauté. Mais le dessin, tout du long, nous transporte. Voilà. Moi, j'ai trouvé une qualité graphique exceptionnelle à ce bouquin. Elle nous fait part d'un univers complet. tu Voilà. l'as trouvée mignonne, mais tu veux la demander en mariage en plus ou Non. C'est que si effectivement je devais être directeur de collection, je l'embaucherais à temps plein pour une partie d'accord, collection ok. jeunesse. Ah tu vois. oui, c'est Parce ça. que franchement, elle fait un super boulot. J'ai Et cru là, que t'allais le- lui proposer un rendez-vous le soir quand les bureaux sont fermés. Non, tout de suite. Je suis pas encore directeur de collection, plus tard. Non, et puis honnêtement, il y a une forme de, il y a des petits points communs, on va dire, dans les différentes productions graphiques qu'elle a fait sur les autres albums et par rapport à celui-là. Mais à chaque fois, c'est un style renouvelé. C'est pas qu'elle a le même style et bim bim bim, elle se le colle à chaque fois. C'est bien sur- adapté à une thématique. hein, Et ce là, style. voilà, ça colle parfaitement à l'ambiance, à la thématique. Donc voilà, le travail scénaristique est cohérent. Jonathan Garnier. Même si je suis pas la cible, encore une fois, le travail est cohérent. Sur un premier tome, il y a beaucoup d'éléments qui sont posés, donc bravo à Jonathan Garnier. On a lu de lui. juste Et je pour finirai ma référence. phrase lors Ouais, de la prochaine chronique. Non, on avait lu de Jonathan Garnier. Comment ça s'appelait En fait, il est en mode rien à foutre, en fait. Ouais, Ah, je c'est sais, ça. totalement.
Comment s'appelle la BD avec le gamin, la gamine là? C'était Jonathan Garnier. Je crois qu'on a lu Thibaut de lui. Enfin bref, bon auteur jeunesse. Tu peux finir. Voilà, Je l'avais lu, sais pas. j'ai recherché. Et donc, pour en revenir à ça, c'est surtout le travail graphique d'Amélie Fléché que je retiendrai. Je crois qu'on avait compris. Voilà, qui est très au-dessus. Mais c'est parce que tu as vu sa photo ou pas? Non. Vas-y, Jérôme. Vu qu'il a dit- Alors, je t'explique. Excuse-moi. Alors, J'ai dit un nom au hasard. le dictateur, en fait, je Time-moi. t'explique. Je Alors, Jérôme, resitue. toi qui as déjà chroniqué, qu'est-ce que tu en Donc, penses? Quand en fait, il y a le pitch qui est fait par un des Ouais, chroniqueurs, c'est ce que je vois. ensuite il répartit la parole. Mais en théorie, c'est pas lui qui va Non, refaire mais un pitch. Matt, tu vois Très honnêtement, il faut être indulgent. Allez, Le vas-y. rhum- Il a le rhum lâché tape l'écran, fort. il a lâché l'écran Mais et à la vas-y, toi, place, vas-y, il a toi. remplacé par du rhum. Allez, vas-y, toi. Voilà. Donc voilà, je vais pas faire une chronique fil d'art, mais merci. Voilà. J'ai pas eu le temps de le lire. J'ai commencé, j'en suis à la page 24. La seule chose que je vais noter. Il est la moitié. T'as pas accroché? Alors, c'est pas que j'ai pas accroché, c'est que on devait m'expliquer la technique pendant que je finissais la BD, donc j'ai fait un choix, j'ai complété. Alors, fais un truc. Euh, Va regarder sur l'ordinateur de Pierrick la photo d'Amélie Fléché. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est les petits trucs qu'elle met dans les dessins. Quand tu as, donc justement au début, tu as l'assemblée des novices bergères guerrières. Si tu regardes de dos, en fait, parce que tu as celles qui sont en bas, sur la rangée, en fait, celles qui sont en bas, en fait, avec les têtes de leur bélier de combat, ça leur fait à toutes des bonnets d'âne. Oui. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que l'image était très drôle, quoi. C'est les nouveaux élèves, mais tu sens quand même qu'a priori, ça va être quand même un gros bordel, quoi. Voilà. Le Petit Loup Rouge, j'avais lu. Et L'Homme Montagne, je l'avais également feuilleté. Pour Mais revenir sur il est Amélie fini, Fléché. Oh putain, mais sérieux. Alors, on a un putain de souci quand même, cette émission. On peut pas mettre Tizak et Jérôme à côté parce que c'est le why, mais on vous met tous les deux à côté. Excusez-nous, en fait, on voudrait vous parler d'un bouquin dont on s'en bat les idées parce qu'on en a parlé il y a environ 25 ans. Mais sérieux, quoi. Je veux dire, vas-y, maintenant parle-nous de ton truc, toi. Donc, de qu'est-ce qu'il a fait, Jonathan Garnier? Timo, c'était vachement bien. Ouais, c'était vachement bien, Timo. Et c'est lui qui a fait Momo aussi, vous vous Ouais, rappelez, voilà, la chronique c'est Momo. Momo dont je voulais parler. Ouais. Alors, donc, on va passer à la chronique suivante. Non, mais Bergère Guerrière, c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Non, c'est très bien. C'est Voilà. très bien, Bergère et C'est un Guerrière. très bon album jeunesse. Tu vois, même pas une blaise de débordé. Pour les garçons et pour les filles. Eh bien, nous allons donc parler maintenant du survivant, l'histoire du jeune S. Ah, c'est pas Ken. S pour Satoru. Satoru. Et oui, parce qu'on va suivre donc l'histoire du jeune Satoru, qui suite à une catastrophe naturelle va se retrouver en fait tout seul au milieu d'une île. C'est un jeune garçon, je crois qu'il a 12 ou 13 ans au début de l'histoire, C'est ça. qui est assez urbain, on va dire, dans sa conception de la vie. Il va se retrouver en fait à devoir réapprendre par la logique et la nécessité à vivre tout simplement au milieu de la nature, Il sans doit avoir... peut-être un peu plus, peut-être 14 ans, peut-être. Ouais, grosso modo, au collège, quoi. Mais il va devoir se débrouiller tout seul Je suis pour en essayer 2016, ouais. de revivre. Peut-être. En fait, on s'en bat les couilles de l'âge qu'il a. A priori, il est juste adolescent, quoi. C'est pour ça que ma phrase de adolescent, c'était bien, je pense. Il va mourir. Il peut pas finir une demi-phrase. Donc, du coup, il va justement réapprendre donc, les gestes et les techniques pour survivre, affronter les bêtes sauvages, se construire une maison, se construire des instruments, faire des réserves pour l'hiver parce que les saisons quand même sont froides au Japon. Ah oui, ça se passe au Japon, j'ai oublié de vous le dire. Et puis voilà, il va connaître la faim, la peur, le fait d'être tout seul parce que du coup, il ne peut parler qu'à lui-même. Voilà. Chaud quand même. C'est ça. Alors, dans le premier tome, on va quand même avoir on va dire l'apprentissage de la vie, de la survie. Voilà, ça va être un peu le Bear Grylls de l'île où il va avoir un petit peu de chance. Il va trouver un bateau avec un manuel de survie. En anglais, il parle pas anglais. Ouais, mais bon, c'est quand même assez Il y a- magique. il y a des images. Il y a des images, il comprend le texte, comme quoi la BD c'est universel. Elle est placée celle-là. Et notre jeune Satoru, justement, va essayer de se construire, on va dire, une sorte de vie. Mais l'adversité va quand même beaucoup le rattraper et l'air de rien, les raves sont vraiment, c'est pire. Ils sont au cœur du top 2. Ils sont au cœur du tome 2, mais en fait, c'est vraiment une sorte de...
j'allais dire de running gag, mais pas loin en fait. Running loose, ouais. Parce que dès que ça commence à s'élever, en fait, il se passe un événement qui amène en fait que de suite tout s'effondre. Ouais, c'est Johnny Lalouse. Donc dans le tome 1, il est tout seul. Dans le tome 2, il a... Des rats. Je vais pas non plus, on va un peu spoiler parce que vu qu'on fait les 3 tomes, dans le tome 2, on va avoir l'arrivée donc d'une fille qui va Tome venir 3. du tome 3 C'est le tome C'est 3, la ouais. fin du tome 2. À la fin du tome 2, deux. elle arrive. Tu la vois dans le bateau. C'est le cliffhanger du tome 2. Donc elle arrive donc fin du tome 2 et dans le tome 3, donc on a justement l'apprentissage d'une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Et du coup, l'envie d'aller voir ailleurs pour lui, pas tant parce que sa voisine, ce qu'il a découverte, est une grosse loseuse, mais surtout parce qu'il se dit, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes de vivantes, et franchement, être tout seul, j'en ai un peu matelas. Quoi. Plus sa voisine est plus qu'une grosse loseuse, c'est quelqu'un qui a survécu, pas toute seule jusqu'ici, donc qui a pas tous les réflexes que lui a acquis à la dure, on va dire. Au niveau du dessin, le trait de Manigawa... Miyagawa Akira. Merci. Et simple. Il y a des pages qui sont très jolies. C'est les pages où on a souvent du décor ou du paysage qui, je trouve, sont efficaces. Elles pètent, elles pètent. C'est propre, c'est joli, mais c'est sans plus. Moi, j'ai trouvé plus d'intérêt dans l'histoire, même si, quand même, à des moments, il y a des événements où tu te dis, c'est un peu quand même... il lui faut une sorte d'événement magique qui va le sauver, et l'événement magique arrive. C'est un peu ça qui me dérange, moi, au niveau de... TGCM. Ouais. Même un petit peu gênant au niveau du survivant. Votre avis à vous? Jérôme. C'est bon là, c'était... Parfait. Alors, le survivant, donc pour le moment, il y a 5 tomes qui sont sortis en France. Le 5e tome vient juste de sortir. Donc là, sur les 3 premiers, c'est exactement ça. C'est le Big Crash, en fait. C'est la hantise des Japonais, c'est-à-dire l'effondrement du Japon, tout simplement. Donc lui se retrouve à l'occasion de cette randonnée à survivre seul en haut d'une montagne qui devient une île. Mais la quasi-intégralité du Japon s'est effondrée sous la mer. Donc il se demande même si le reste du Japon a survécu. Voir du monde. Voir du monde, effectivement. Et donc on est sur cette thématique-là du survivalisme. Alors les éditions Vega surfent un petit peu sur cette mode du survivalisme, même si je pense que ça n'a pas été volontaire, parce que l'album est assez agréable à lire et pas finalement axé que là-dessus. Alors, c'est une réédition quand même, puisque l'édition en japonais était légèrement différente et avait plus de voix off. Donc, c'est-à-dire plus de texte, en fait, hors dialogue. Ce qui est quand même assez rigolo, parce que Pierrick se plaignait qu'il y avait trop de voix off déjà. Ouais. J'y reviendrai. Ouais. Alors, en particulier dans le tome 1, puisque du coup la remarque a été faite à l'éditeur à la fin du tome 1, et du coup il a réintégré la voix off qu'il n'avait pas réintégrée dans le tome 1, et il l'a réintégrée à partir du tome 2. Donc cette nuance n'est valable que pour le tome 1. À partir du tome 2, c'est la reprise à l'identique de la version japonaise, donc avec la voix off. Donc je ne sais pas si ta remarque concernait le tome 1 ou le tome 2, mais en l'occurrence il y a une différence à ce niveau-là. Moi, je trouve que la voix off apporte quelque chose quand on voit un petit peu la différence entre les 2 tomes. Maintenant, c'est agréable à lire, c'est facile à lire. Voilà, c'est un album, il n'y a pas tant de texte que ça, c'est vite lu. On se demande ce qui va lui arriver, mais on n'est pas non plus dans un suspense insoutenable. Moi je trouve que voilà, ça fait partie de ces BD de chiottes ou de ces BD d'apéro, si vous voulez. Vous savez pas quoi lire, vous avez envie de passer un bon moment, voilà, ça fait partie de ces albums qu'on peut lire à ce moment-là. C'est un très agréable moment, mais c'est pas une BD absolument mémorable, pardon. Et je garde juste encore une seconde la parole quand même pour dire que Vega, qui est un très jeune éditeur puisqu'il a commencé à publier l'année dernière, en 2018, qui est une maison d'édition qui appartient au groupe Stenkiss Jungle, les choix éditoriaux de Vega sont quand même plutôt bons. Survivant pour moi est le moins bon de tous, et je le trouve déjà correct. Mais lisez, on avait déjà chroniqué ici Peleliu, et Peleliu on avait bien aimé tous.
Mais vous pouvez lire aussi Deep Sea Aquarium Magmel, qui est une belle série. Je trouve que Vega a décroché de beaux titres au Japon pour essayer de se faire une place et manger quelque part de marché sur le marché français, qui est le deuxième mondial, hein, rappelons-le, après le marché japonais. Survivant. Je vais vite passer le côté graphique où effectivement c'est efficace, ça marche bien. Un dessin, un trait fin qui utilise de la trame mais sans abus. Ça fonctionne bien, même si il y a une certaine irrégularité dans les traits des personnages. Irrégularité qui n'est pas due à une volonté de faire du côté parodique, du côté exagéré, mais qui est dû vraiment, on sent une certaine irrégularité, un manque de rigueur d'un dessin à l'autre. Mais on passe rapidement outre, on va dire, c'est une petite faiblesse. Tu as fait remarquer qu'effectivement, il y a beaucoup moins de narratif dans le tome 1. Et en fait, comme je les ai lus pas d'affilée, je m'en suis pas rendu compte. Et c'est au tome 2 où je me suis dit, effectivement, c'est pas une BD d'aventure que je lis, c'est un documentaire. C'est un documentaire où le jeune loup quittait sa maman pour aller jouer avec son copain. Mais l'autre était en train de surveiller pour essayer de le tuer. Enfin, tu sais, t'as ce côté vraiment documentaire que tu vas regarder, où c'est très descriptif. Et effectivement, c'est très intéressant, parce qu'on sent parler du côté magique du « Oh, d'un coup, il y a le truc magique qui fait qu'il va se sortir ». Mais d'un autre côté, la volonté, on sent, de l'auteur, c'est de te parler de survie, des techniques de survie. Et bon, à un moment donné, si le gars, à chaque fois qu'il rate, il meurt, ton livre, tu l'as vite fini, en fait. Donc, il faut lui redonner une chance, quelque part. Parce qu'il rate quand même pas mal. Same player, second life. Voilà, il rate quand même pas mal. Mais voilà, d'un point de vue didactique, je trouve que c'est super intéressant. D'un point de vue purement loisir, c'est moyen, c'est sympathique. Ce que tu disais, on passe un bon moment. T'as envie de... Tu sais, c'est un peu comme un épisode de MacGyver. Tu t'en fous de l'histoire, t'as envie de savoir quel tour de magie il va faire en mélangeant des trucs qui vont faire tout péter. Voilà, c'est pareil. Là, t'as envie de savoir le truc qu'il va trouver pour pêcher du poisson, le truc qu'il va trouver pour fabriquer un abri. Mais après, c'est mes aventures, même si tu te doutes que l'arrivée d'autres humains... J'espère qu'ils vont pas trop arriver vite, parce que bon, c'est bon, on lit déjà Walking Dead, on sait plein de choses sur les humains en situation de crise. Ça fait des tonnes de tomes qui nous en parlent. Donc là, c'est le côté solo ou petit groupe plutôt intéressant. Et tu vois, même quand il n'y a pas de Walking Dead, encore une fois, au programme, on parle de Walking Dead. À partir du tome 4, ils sont recueillis, parce que de toute façon, il faut en parler un peu. Je ne sais pas si vous le chroniquerez ici. Donc, à partir du tome 4, ils sont recueillis par des Américains qui viennent sauver le Japon, bien sûr, hein, les Américains. La bonne blague. Donc, ils sont recueillis tous les deux par des Américains. Et le tome 4 est intéressant parce que justement, on rebondit sur autre chose. On découvre ce qui reste de Tokyo. Il n'en reste pas grand-chose. On découvre ce qui reste du Japon. Il n'en reste pas grand-chose. Ce qui reste des Japonais. Et la relation par rapport entre les Japonais et les Américains. Et la position de Satoru au milieu de tout ça, qui lui est reconnaissant aux Américains de l'avoir sauvé, mais qui en même temps comprend bien aussi la position de ses concitoyens, je te remercie, de ses concitoyens qui considèrent quand même que les Américains qui sont venus là et qui profitent de leur équipement pour prendre le contrôle du pays, pour être clair, c'est des envahisseurs. Voilà le pitch des tomes 4 et 5. Ok. Bon. Voilà. Zorglub numéro 2. Tu vois, il n'y a pas que moi, c'est le pouvoir du dictateur. T'as vu, hein, c'est pas... Bon, c'est jouissif. Ah, tu vois, on t'y prend plaisir, tu vas être pire que moi. Matt, je vais faire une phrase, tu me relances un générique dessus. On fait ça. Tu te fais un petit kiff. Non, parce que sinon, j'avais plein de trucs à dire encore sur Survivant, parce que j'avais quand même un petit peu creusé le sujet. Mais t'as pas coché la case aussi, ou quoi tu l'as dit. On passe donc à Zorglub, tome 2. C'est pas ça que tu voulais. Tu as dit, je refais un petit jingle, je te le refais. Donc, Zorglub est une série dérivée de Spirou qui va suivre les mésaventures de Zorglub, le... Excuse-moi, pardon. D'accord. J'avais pas suivi. Tu nettoyais la souris, le coup est parti tout seul. Donc, le grand méchant de Spirou, qui des fois est gentil, des fois est méchant, ça dépend des histoires. Mais globalement, ça reste un scientifique fou qui veut diriger le monde.
Et un peu con, quand même. Un peu. Sauf que là, il est plutôt montré du côté pas con, justement. Il doit juste gérer une fille robot qui est une ado, on l'a découvert dans le tome 1. Et dans ce tome-là, un jeune gamin qui veut devenir un apprenti méchant pour devenir le nouveau Zorglub, en gros. Calife à la place du calife. Voilà, sauf que c'est un petit con qui fait n'importe quoi et que Zorglub va essayer de l'empêcher de faire trop de conneries et quelque part sauver le monde en empêchant ce jeune de nuire. On est dans une série un peu parodique qui va se moquer de ces histoires de grands méchants. On retrouve un petit peu ce côté Docteur d'Enfer qu'on pouvait avoir dans un... Comment ça y est, j'ai plus le nom de... Il est dans quoi, le Docteur d'Enfer? Il est dans... Je sais pas, Fantomas? Tout le monde est en train de J'ai réfléchir. l'image, en fait. J'ai Voilà. l'image, mais j'ai pas le nom. Dans Austin Powers, merci. Donc, J'étais pas loin. on retrouve... oui, il y a d'idées. On retrouve ce côté-là. Le dessin de Bunuera, il a réussi à très bien s'approprier les personnages en les modernisant, ce qu'il avait déjà fait sur d'autres séries. Ça manque un peu de profondeur par rapport à d'autres BD qu'il a pu faire auparavant, comme ce qu'il avait fait avec Dufaux, le Royaume, je sais plus exact. Le Royaume, je crois. Royaume. C'est efficace, c'est bien foutu, c'est de la bonne BD d'aventure jeunesse, mais bon, c'est vite oublié. Oh, c'est un petit intérêt quand même. Tu vois, vas-y. Oh, c'est un petit intérêt parce que du coup, la relation C'était entre sortilège. le Zorglub, qui est le grand méchant en fait de ce monde-là, et le jeune apprenti, c'est que le grand Zorglub t'explique quand même que tu peux être le grand méchant, mais en fait, il faut quand même être un grand méchant qui ne veut pas vraiment gagner. Parce que si tu as gagné, du coup, il n'y a plus de thunes à se faire parce qu'il n'y a plus personne qui achètera ton matos. Donc, tu vois, là où le petit, lui, il est là, il fait faire du truc efficace, quoi. C'est-à-dire que forcément, avec ces trucs à lui, tu vas gagner tout de suite. Parce que ça commence comme Iron Man. Hein. Voilà, il fait non, mais non, c'est pas intéressant ce que tu fais. Parce que là, on va perdre sinon, tu vois. Non, je trouve c'est voilà. Je pense que c'est un vrai clin d'œil le début. Ça commence comme Ouais. Iron Man. Il va vendre des armes dans un pays, Dans le désert. dans le désert. Oui, à des mecs en chameau quand même. Hein. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté génie du mal de la loose, assumé, volontaire. Mais pas tant de la loose, c'est que qu'il fait un peu. Tu te dirais presque en fait, oui, mais Ouais. du coup, tout ce que tu as. Il faut qu'il fasse exprès de perdre. Ouais, quand tu perds, en fait, c'est pas des fois. C'est que ça rentre ta logique parce que tu te dis si je gagne, du coup, j'aurais plus rien à vendre. C'est ça. Je rejoins un peu Pierrick sur le fait que ce soit pas du tout un album inoubliable et essentiel à lire. Voilà, soyons honnêtes. Moi qui suis pas un énorme fan de Spirou, de Fantasio, de Zorglub, compagnie. Le marsupilami. Ah, le Marsus, c'est pas pareil. Non, le Marsus, c'est pas pareil. Grande queue. Merci Pierrick pour cette remarque. Là Grande aussi, queue, grande essentielle. responsabilité, c'est ça. C'est ça. Heureusement que c'est presque fini. Je suis désolé pour Le vous, chers repeuplement auditeurs. de Vous serez bientôt libérés. Donc voilà, par contre, graphiquement, ça marche très bien, mais effectivement, il n'y a aucune profondeur scénaristique. C'est cruchouille à souhait, et je pense que... Tu passes un bon moment. Voilà, je pense que la cible, là, clairement, sur du Zorglub, là, c'est les enfants. Les enfants, et les enfants. Déconne. C'est vrai? Ouais, mais à Mais fond. des enfants en Là, premier degré. J'aurais cru que moi, c'était les EHPAD. C'est con, mais évidemment que c'est les enfants. Moi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, mis à part la touche de j'aime bien le personnage et c'est ma Madeleine parce que quand je lisais ça Et quand là, j'étais c'est pour les gosse. EHPAD. Et là, c'est pour- Mais franchement, il n'y a pas un deuxième niveau de lecture pour les adultes. Voilà, c'est ce qui manque en termes de profondeur. C'est pas simplement je m'adresse aux enfants et les parents peuvent quand même en retirer quelque chose. Là, il manque le deuxième niveau de lecture qui est vraiment dommageable. Voilà. Le côté très sympathique du méchant à la moi moche et méchant le fait bien, mais quelque part, je te dirais même presque trop collé à moi moche et méchant aujourd'hui en termes de référence pour la jeune génération. Et, Alors qu'il est possible que ce soit l'inverse, vu que c'est des Français. Je suis bien d'accord, mais maintenant, si tu te mets 2 secondes à la place d'un gamin, la référence, c'est moi moche et méchant, c'est pas Zorglub. Et donc la ribambelle, la kyrielle de petits robots derrière, même s'ils sont pas jaunes avec un œil au centre, c'est un peu les mignons, quoi. Mais les mignons, c'est pas des C'est robots. vrai que là, tu vas me faire une révélation, mais étant donné que les auteurs de Momoche et Méchant sont français, Zorglub est sans doute une référence. De quoi?
Les mignons, c'est pas des robots. Non, mais ils obéissent à et ils suivent les directives d'eux. C'est exactement le même principe. Fou, tu m'as fait peur dans mon Ok, petit ça cœur. fait J'ai peur, cru hein, que les mignons, j'allais avoir une sorte de révélation. Non, en même temps, il faudra qu'on comprenne un jour pourquoi ils sont immortels comme ça. Mais bon, ok. Donc Zorglum, top 2, voilà. Sympathique sans plus. Express. Black Monday Murders. Le top 2 que Thio et Jérôme ont lu, mais que Thio va nous pitcher rapidement pour nous dire si c'était aussi bien que le tome 1. Oui, si, vas-y. Si, vas-y. Putain, il était parti Non. sur... Je suis désolé, Vas-y, tu vas-y. fais ton histoire. Je suis désolé, Ah c'est non, pas moi. c'est Jérôme. Allez Jérôme, j'ai mal lu de loin là, j'ai mal vu la mal Mais lu moi, de- ça m'allait bien que ça soit toi. Je crois. Le tome 1 était déjà dur à pitcher et va ça le tome 2. Bah, Bon. bon, si on le fait à deux, on le fait en duo, en Mais duo, en duo express. duo express. Allez. Alors, Black Monday Murder, tome 2. Alors, dans. Mais. T'as vu mon accent, il est pas mal. Hein. Non, ils sont mesquins, ils les écoutent pas. C'est quoi, Ah non, regarde. mais c'est vraiment. Voilà, on les écoute voilà. plus, on les a coupés. C'est bon, ils sont plus là. Nous avons découvert dans le tome 1 que le monde de la finance était dirigé par des groupes occultes. En un seul mot. Pourquoi tu regardes Tizak en disant ça? Pour rien. C'est gratuit. Et. J'ai mal au culte et ma jeunesse. Voilà. Donc du coup, dans Black Monday Murders, on avait le meurtre en fait du frère. Alors c'est le frère C'est Daniel Rothschild, en fait. Rothschild. Voilà, chercher le. Daniel, de son petit nom. Donc qui est donc retrouvé mort dans dans son loft, et la police donc de New York qui va se retrouver obligée donc d'enquêter là-dessus. Alors, Et- j'ai le nom de l'enquêteur, si tu veux. Vas-y. Théodore James Dumas. Alors Théodore qui va en fait se retrouver dans une sorte de truc qu'il ne comprend pas, même si lui est un peu versé dans la magie vaudou. Avec un nom Donc pareil. la fille, en fait, la sœur de Daniel Rothschild, donc reprend les rênes de la boîte avec une sorte de personnage, une sorte de succube un peu démoniaque. On ne sait pas trop de sa nature en fait, qui la suit. Et notre Théodore va trouver, on va dire, un allié dans un professeur d'université qui va essayer justement de lui livrer un petit peu les arcanes du monde, Le professeur Gaddis. qui va lui permettre de rentrer un peu, on va dire, dans l'arrière-boutique et de comprendre ce qui se passe derrière. Dans ce tome-là, on va avoir donc la résolution du meurtre de Daniel, et on va avoir à la fin un putain de cliffhanger voilà, où tu te dis, les enculés, il faut que je lise le 3. Bon, donc faut lire le 2 pour avoir envie de lire le 3. Ouais, C'est un franchement. peu une arnaque quelque part. Non, c'est pas une arnaque parce que Ils veulent justement, vraiment vendre des bouquins. on est vraiment dans une très bonne continuité narrative, je trouve, et qui se tient. Ce qui se passe que tu as devant les yeux, ça se tient. En ayant eu recours au milieu du bouquin à une scène, je trouve, qui est quand même très forte au niveau de comment est-ce que ces espèces d'entités peuvent se combattre. Ça s'éclaircit quand même par rapport au tome 1 qui était un peu obscur. Tu commences je trouve, il y a plus de, il y a plus de choses que tu comprends. Alors, moi, je trouve que même ça s'éclaircit un peu trop, en D'accord. fait. Pas tant que ça, parce que du coup, il y a quand même des relations que tu n'as pas totalement. Et si, le professeur Gaddis, la façon dont il finit, c'est too much. Ça, ouais, je suis d'accord que ils sont allés trop loin voir le papier info, quoi. Après, on rentre dans un univers beaucoup plus Lovecraftien que dans le tome 1. Et déjà, il y avait une certaine influence Lovecraftienne dans le tome 1. Mais là, dans le tome 2... Il tue des noirs et des PD. Dans le tome 2... C'est Mais rendez-lui l'écran et On est- un clavier à lui, hein. Dans le tome 2, on est vraiment à fond dans cet univers-là, avec les grands anciens, etc. Enfin, c'est l'équivalent. Et on a à la fois beaucoup de réponses à beaucoup de questions, un peu trop, parce que moi j'aurais préféré avoir certaines réponses que dans le tome 3. Et il reste quand même un certain nombre de choses à révéler dans le tome 3. Il faut quand même préciser, et c'est une précision importante, que la série se finit en 3 tomes. Ah, ce que j'ignorais. Graphiquement, c'est par peut-être normal contre, que d'un coup ils accélèrent. et graphiquement, c'est toujours au top. Vraiment. Le dessin est juste époustouflant. Ouais, il fait toujours autant de copier-coller ou ça s'est calmé? Moi, j'ai pas remarqué ça. Bon, bah, c'est que ça Non s'est plus. calmé. Parce que dans le tome 1, il y avait pas mal de copier-coller. Bon, et bien voilà, c'est fini. Vivement le tome 3. Merci à vous de nous Non, avoir. non. Ce non. n'est Mais que surtout, la- merci à vous, les amis. Merci à vous de m'avoir accueilli Jérôme, autour de voilà, ce c'est micro. des carrément, on est Merci. triste. Et on trouvera bien des raisons pour te faire revenir, rassure-toi. Jérôme, si tu as un mot à dire à nos auditeurs, c'est maintenant.
Courage Fuyé, par exemple, je ne sais pas. Pourquoi Pour dire un mot à nos auditeurs. Ah oui, non, mais en même temps, les auditeurs, vous êtes un prétexte, les gars. Faut être clair. Ils sont Chers, 4, hein. chers auditeurs, vous êtes un prétexte pour nous permettre de nous retrouver entre nous et de partager entre nous. Donc, heureusement que vous êtes là, parce que sinon, on n'a pas de prétexte, en fait. On s'ennuie, on n'a pas de vie. On est des no-life. On serait obligé de faire du jeu de rôle, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, grâce à vous, on a une vie. Sans vous, on n'est rien. Merci à vous. Ah, Eh bien, c'est le mot de la fin, c'est beau. Non, sur le mot de la Merci, fin, je pense qu'on se peut Jérôme. arrêter là. Ouais, là, Merci. c'est magnifique. On te retrouvera de toute façon bientôt, je pense. Sinon, tu es toujours présent sur ActuaBD. Toujours, en ce moment, pas trop, parce que vu que je déménage, c'est un peu chaud. Mais Mais t'as sinon, une belle normalement, interview de Maud Amoretti qui a été publiée il y a peu. Et Voilà. je pense que plein d'auteurs toulousains vont passer sous ton micro. Il y a des chances, ouais. Bientôt. Si vous êtes à Toulouse, vous pouvez le faire Coquinou. chier. Il a déjà choisi sa librairie. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire que vous aimiez Jérôme. Oui, mettez-lui surtout des pouces. cela. Voilà, et Surtout pour cela. dire que notre émission est pas mal aussi. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao à tous. Merci à tous, merci. Ciao. Bye bye. Ouh,